Bonjour et bienvenue à cette émission consacrée à la vie à Bécancour avec Lynn Richard. En fait, Lynn Richard qui s'est promenée tout l'été dernier en 2025 et un peu une partie de la saison automnale aussi sur notre territoire de Bécancour et qui continuera à le faire d'ailleurs cet été. Mais voilà, cette émission-là a pour but de vous présenter les derniers reportages qui avaient été tournés par Lynn. Et commençons tout d'abord avec La vie à Bécancour sur Stéphane Bergeron. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Stéphane Bergeron. Je vous présente à l'instant cet artiste en art visuel qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Alors, je suis en présence de l'un des précurseurs dans le domaine de la peinture airbrush pour les masques de gardien de but. Monsieur Stéphane, merci tellement de m'accueillir dans votre atelier. Écoutez, quel était le déclencheur de toute cette belle aventure? Oui, ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là, puis ça a commencé juste par des projets personnels. J'aimais beaucoup le hockey, j'étais gardien de but, puis quand la mode a commencé pour les peintures sur les masques, eh bien j'ai décidé d'acheter mon premier masque, de le peindre, puis les gens ont aimé ça. C'est là que ça m'a donné le goût de peut-être faire de quoi avec ça plus tard. Bien, il faut commencer par être bon en dessin, fait que quand j'étais jeune, j'ai toujours dessiné, autant je me souviens, j'avais peut-être 3-4 ans, j'ai commencé à dessiner, puis ça l'a jamais arrêté. C'est juste qu'un jour, j'ai eu connaissance de ce médium-là qui est le airbrush, l'aérographie en français. Puis je m'étais bien dit qu'un jour, j'achèterais mon premier brush puis que j'expérimenterais ce domaine-là. Puis pourquoi les casques, pourquoi les casques de gardien de but? Ah, c'est une passion, puis dans les années 90, ça a commencé à être une mode. De plus en plus de gardiens dans le professionnel portaient des peintures personnalisées. Puis après ça, puis là, j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça plus tard. Puis justement, là, au début des années 2000, c'était extrêmement populaire. Tous les gardiens pros voulaient une peinture sur leur masque. Puis c'est là que j'ai décidé de faire une carrière avec ça. Les modes changent, les styles changent, puis plus qu'on avance dans l'histoire de ces masques-là, les designs sont de plus en plus compliqués. Les gardiens, ils sont de plus en plus exigeants côté design. Donc, au début, c'était plus graphique, des logos, des choses comme ça, des bandes décoratives. Aujourd'hui, c'est vraiment des tableaux qu'on fait sur des masques. Puis vous avez été chercher quand même du perfectionnement? Oui, là, une quinzaine d'années, j'ai décidé de suivre des cours, juste pour aller chercher d'autres techniques, d'autres idées, parce que moi, je suis autodidacte, j'ai acheté mon premier brush, j'ai appris par moi-même, mais ça a été vraiment ultra bénéfique d'apprendre ces techniques-là. J'ai suivi des cours pendant 8 ans, puis j'ai adoré ça. Vous avez quand même côtoyé des grands noms de la Ligue nationale. Oui, j'ai eu la chance, et puis je l'ai dit tout le temps, j'ai eu la chance d'avoir quelques bons gardiens dans la Ligue nationale, puis ça, je suis très reconnaissant. Ça, c'est des gars que j'ai eus dans le junior majeur, qui ont été repêchés, qui ont fait la Ligue nationale, puis qui ont été assez cool pour rester avec moi toute leur carrière. Ben, j'ai tout le temps eu, écoute, ce qui me faisait vivre, c'est pas juste les pros, c'est vraiment le hockey amateur, les ligues de garage. J'ai tout le temps aimé ces clients-là, puis je les ai jamais négligés, même si je faisais des pros. Là, mes pros, c'est triste à dire, mais là, la plupart ont tous pris leur retraite. Et puis, ça me le dit plus vraiment d'aller chercher une clientèle à ce niveau-là. Je veux plus me concentrer sur les jeunes, puis c'est vraiment valorisant de travailler avec eux autres. C'est ce que vous me disiez tantôt, là, des jeunes, on parle de 8, 10 ans. Ben, plus jeune gardien, c'est une petite fille de 8 ans. C'est à 2 sœurs de Sherbrooke, 8-10 ans, puis ça fait quelques années que je les ai comme clientes. Ils sont vraiment le fun à travailler avec. Est-ce qu'ils sont spécifiques? Tous les gardiens sont assez exigeants. Chacun a leur style, mais souvent les jeunes ils veulent imiter les professionnels, donc c'est quand même des designs assez développés qu'on fait sur leur masque. Puis vous réalisez combien de casques par année? Oh, aujourd'hui, j'en sors peut-être un par semaine, pas plus. C'est quand même beaucoup de travail. 1,5. Les fins de semaine, je prépare le prochain pour la semaine suivante. Mais à l'époque, les designs étaient beaucoup moins développés, donc je peux en sortir peut-être 2-3 par semaine. Mais aujourd'hui, c'est impossible avec ce que les clients demandent sur leur masque. Là, c'est vraiment beaucoup de détails, puis c'est très long à exécuter. Mais ça peut représenter combien d'heures? Je compte pas les heures. Je commence à 7 heures le matin puis je finis à 4-5 heures le soir. La fin de semaine, je travaille aussi les avant-midi pour essayer d'accélérer les livraisons. Mais je compte pas les heures, ça va à la job, tout simplement au nombre de jours que je passe dessus.
Ça prend beaucoup d'équipement pour faire ça. Oui, quand tu es à un niveau professionnel, puis un niveau là, que tu gagnes ta vie avec ça, ça prend quand même plusieurs airbrushes. Puis ça te prend de la peinture à l'infini parce que tu ne veux pas en manquer quand tu fais un projet. Donc, il faut que tu te stockes en peinture suffisamment. Mais ça prend quand même plusieurs airbrushes. Si on travaille avec 4-5 couleurs, j'aime bien avoir 4-5 airbrushes. Au lieu d'avoir tout le temps le même puis de nettoyer entre les couleurs, ça peut être mauvais aussi, ça peut être néfaste pour contaminer la couleur suivante. Donc, ça prend de la bonne équipement aussi. Des airbrushes sont quand même dispendieux, mais quand tu fais pas ça comme hobby, tu fais ça comme travail, ça te prend quand même des bons outils. Puis j'imagine que ça a une bonne durabilité aussi. Oui, oui, j'ai des airbrushes, ça fait 20 ans que j'ai le même. Là. On change les pièces à l'occasion, puis on les nettoie, puis ça peut durer assez longtemps. Avez-vous d'autres projets à venir? Pour l'instant, j'ai pas de projet. Ma femme, elle aimerait bien ça que je prenne ma retraite prochainement, parce qu'elle est retraitée, mais ça me le dit pas, mais j'ai comme mandat de ralentir la cadence un peu, ce que j'ai commencé depuis quelques années. En fait, depuis la pandémie. J'aime beaucoup ce que je fais. J'ai encore une belle grande passion pour l'airbrush, mais je veux ralentir un petit peu. Mais écoute, je vais peindre jusqu'à temps que je ne suis plus capable. C'est le fun, je suis dans mon élément. Quand je suis concentré, c'est vraiment comme une thérapie aussi. Je prends mon temps, je suis tout seul, je suis dans ma bulle, puis j'aime beaucoup quand le résultat final sort, puis que j'envoie les photos au client, puis qu'il est ultra content. Ça, c'est une bonne paye, là. Vraiment bravo. Et si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner à des artistes qui partent, peu importe dans le médium qu'ils peuvent utiliser, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Pratiquer. Pratiquer, puis mettez pas des objectifs trop élevés au début. Allez-y graduellement. Commencez par faire, je dis tout le temps le même exemple, commencez par faire une pomme. Regardez une pomme, puis essayez de la reproduire en airbrush avec les ombres, les lumières. Mais commencez pas à vouloir faire des têtes de mort puis des personnages, des visages. Là, ça va être décourageant. Commencez graduellement avec vos designs, puis apprenez vos techniques, puis pratiquez-vous beaucoup. Parce que finalement, c'est ça, la pratique. C'est de la pratique, tout simplement. Comme beaucoup de métiers, c'est beaucoup de pratique. Monsieur Stéphane Bergeron, merci beaucoup de me présenter vos œuvres et écoutez, je vous souhaite encore longue vie dans cette belle carrière. Merci, ça me fait plaisir. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Dans la prochaine capsule vidéo, Lynn Richard vous présente maintenant Madeleine Soriol. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Madeleine Soriol. Je vous présente à l'instant cet artiste multidisciplinaire qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. On parle de l'amour des mots, on parle aussi, artiste de la scène, on parle du chant. Alors, j'écris depuis longtemps, mais depuis que je suis en Mauricie, je suis arrivée en 92 en Mauricie, moi, j'ai fait ma renommée par les concours. Alors, j'ai gagné plusieurs concours. Le premier en tout, en date, je devrais dire, c'était le concours organisé par le Salon du Livre en 1999. Et j'avais gagné le deuxième prix parce que j'avais un peu déjoué les règles. Fait que mon plus beau texte, il avait été éliminé parce que j'avais détourné, j'avais mis un objet comme personnage, puis il fallait pas. Alors, j'avais gagné avec le deuxième prix, c'était la bibliothécaire éreintée. Alors, puis à la suite de ça, j'ai rencontré une des juges qui m'avait dit qu'elle tenait un cercle culturel. Et je me suis jointe à ce cercle-là. Et il y avait dans ce cercle-là une dame qui donnait des ateliers. Alors, j'ai poursuivi une dizaine d'années avec elle. Et après, bon, je me suis inscrite au Festival de la poésie. Et j'ai participé au prix Clément Marchand de la Société des écrivains de la Mauricie. Différents concours comme ça. Mais je chante depuis beaucoup plus longtemps que ça, du temps que j'étais à Montréal. J'ai participé au Festival de la chanson de Grenby en quart de finale à 5 reprises.
Et j'ai même chanté au Vieux-Fort de l'île Sainte-Hélène. C'est un projet, on se retrouvait au temps de la colonie, là, et c'était les Français contre les Anglais, là, puis on était en costumé, on était en costume, puis on servait aux tables, et puis on allait chanter 2 chansons par service, 2 services par soir. Fait que c'était sportif. J'ai fait ça 11 semaines de temps. Bien, c'est qu'en ayant un certain succès, quand les gens reconnaissent votre travail, parce que le syndrome de l'imposteur, même les plus grands l'ont. Mon pauvre petit recueil, j'ai gagné le prix Piché de poésie et les 2 gagnants, le premier et le 2e prix, sont édités. Et là, j'ai pas rien édité d'autre. J'ai continué à écrire lentement, mais sûrement, là, mais lentement quand même. Et puis, je me suis produit pour chanter à Quai en Fête. Et le concept que je présentais à Quai en Fête, c'est un concept que j'aime beaucoup, que j'ai développé. J'écris pas de chansons, mais j'interprète. Et je choisis les chansons pour leur texte. Et la voix aussi, l'air est important. Et j'introduis les chansons que j'interprète par de mes propres poèmes. Alors, des courts poèmes de 30-45 secondes, j'en choisis 2, 3, qui met l'auditoire en capacité d'écouter la chanson puis de se laisser toucher. Parce que c'est ça. Moi, quand quelqu'un me dit « j'ai pleuré », yeah! Je suis contente dans ce temps-là. Oui, touchée, absolument. Alors, c'est ça. Puis c'est les 2. Moi, je suis née dans un milieu culturel. Alors, mon père était journaliste et ma mère était très instruite. Quand elle avait 2 minutes de libre, nous étions 9 enfants. Alors, quand elle avait 2 minutes de livre, elle avait le nez dans le dictionnaire ou dans un catalogue de fleurs. Alors, c'était... Puis elle allait enseigner avant de se marier. Alors... C'était des gens cultivés, puis on avait des livres à la maison, on avait un piano. Au début des classes, quand le professeur voulait savoir comment c'était dans la maison, voir si les enfants étaient capables d'étudier ou de faire leurs leçons, leurs devoirs. Puis là, les gens disaient, ah, il y a ci, il y a ça. Je me disais, ils n'ont pas de piano. Ah, c'est pas une maison, ça, pas de piano. Puis mon père nous lisait des histoires à table, là, entre les menus, là, bon, on lisait un livre, puis ça se suivait de soir en soir. Fait que c'était culturel. Puis on faisait des soirées d'audition musicale, puis c'était spécial. Vous avez quand même aussi eu une collaboration avec le Conservatoire de Trois-Rivières, et c'est pas rien. Oui, ça, c'est précieux. En 2017, à l'époque, le professeur de piano qui a pris sa retraite depuis, Denise Trudel, qui est la conjointe du compositeur et chef d'orchestre Gilles Bellemare, elle avait le projet pour ses élèves débutants de demander à son époux de composer des musiques elle avait colligé à peu près 60 versions du Petit Pousset. Et elle a demandé à son époux de composer des musiques pour chacun des élèves. Puis là, de temps en temps, il arrivait avec une musique, elle disait « Non, ça, il ne sera pas capable. » Qu'est-ce qu'ils apprennent donc? Fait que là, puis lui, il est de l'époque des musiques modernes, atonales un peu. Fait que c'est pas du Mozart, c'est du Ravel plus moderne. Puis là, sur l'édition que vous pourrez voir tantôt, il explique comment jouer sa portée, comment jouer, puis les signes musicaux, comment les interpréter. Alors moi, il m'avait demandé de faire l'enregistrement. Alors, je faisais tous les personnages en changeant de voix. Alors, mon ogresse, là, puis c'est plaisant, c'est jouissif à faire. Et puis, quand on a enregistré dans un studio privé, on l'a fait d'une seule prise, sauf une fois, mon bijou a accroché le lutrin. Alors, il a fallu reprendre ce petit bout-là, sinon c'était d'un début à l'autre. Alors, j'étais bien contente, puis Gilles était content aussi, puis Denise, évidemment. Fait que là, on l'a fait en spectacle, on a fait la tournée des conservatoires, on est allé à Gatineau, à Québec. Et puis, parfois, les gens riaient. Ici, ça riait beaucoup à Trois-Rivières. À Québec, là, c'était comme plus froid. Puis là, je me disais, ben, ils l'ont pas compris, la blague, là, tu sais. C'était spécial. Le poème s'adresse aux adultes, aux enfants aussi? Bien, j'ai écrit, pas vraiment aux enfants. Quand il y a 2 ans, je pense, on m'a demandé à la bibliothèque si je voulais écrire pour la journée un poème à portée.
Alors, j'ai écrit deux courts textes, puis il y en a un qui c'est un extrait du prix Clément Marchand, que j'avais remporté le deuxième prix en 2010. Fait que j'ai sorti un extrait, là, sous la fontaine du monde. Et puis, l'autre, j'ai composé exprès pour les enfants. Ça parle de larmes puis de rire. Alors, puis, c'est Judith, une des bibliothécaires, qui a illustré l'endos du signet. C'est des immenses signets, là. C'est pas des tout petits signets. Alors, Vous en avez combien de poèmes? Je suis curieuse de votre, en fait, du répertoire. mais je ne saurais pas compter parce que à chaque année, je participe aux ateliers du Festival de la poésie. Alors, il y a 10 ateliers. Il y a aussi au musée des Ursulines, au réfectoire du musée, j'écris avec les poètes. Ça, c'est une formule bien qui donne beaucoup de bonheur. Puis là, on visite, il y a une exposition, puis on se laisse inspirer, on ramasse des mots, puis là, on compose. On a 20 minutes pour composer. Et les poètes aussi, les 5 poètes invités écrivent leurs poèmes et après, ils viennent nous aider à corriger les notes, à l'améliorer. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une belle formule. Fait que ça, autant que je peux y aller, en autant qu'il y en a, j'y suis. Fait qu'on court d'une place à l'autre, puis on revient. Puis vous m'avez dit, là, je peux plus participer au concours, là, maintenant, là. Fait que là, vous êtes rendu à une autre étape. Bien, c'est ça. Il va falloir que je ramasse mes manuscrits pour les offrir à une maison d'édition. J'ai une idée en tête. J'en avais une au départ, mais c'est loin, c'est en Outaouais. Puis là, c'est parce que j'avais des collègues du Cercle culturel qui avaient publié là. Puis là, j'en ai d'autres en tête. Fait que je vais voir où j'en suis, mais il faut que j'avance dans l'écriture. Il faut que je sois un petit peu plus fidèle, là. Moi, je suis pas, j'ai pas la discipline de me lever à 5 heures pour écrire jusqu'à 10 heures, là. Non, c'est pas moi, ça. Fait que... Mais avez-vous des sources d'inspiration? Avez-vous des moments ou des lieux? Bien, moi, c'est plutôt les mots. Ce que je vais faire souvent, je suis en train de lire un livre, là, puis c'est un livre qui va m'intéresser beaucoup. Je vais le prendre soit un recueil de poésie ou autre chose. J'ai commencé à faire ça, puis je trouve ça intéressant. Alors, ça fait comme une nébuleuse de mots. Alors là, j'ouvre ma page, il y a un mot qui me saute aux yeux. J'écris ce mot-là. Page suivante, un autre mot. J'en ramasse à peu près 20. Puis là, je fais un poème avec ça. Moi, je fais pas des poèmes de 10 pages en ligne, mais je peux faire une suite de 10 poèmes ou de 20 poèmes, puis avec un thème. Fait que là, mon mari me disait récemment, qui est mon muse, hein? Marc Labrèche avait sa publique, moi, j'ai mon muse. Alors, Robert me disait, là, ça dort trop longtemps, là, dans des boîtes, là. Fais quelque chose avec ça. Prends tous tes textes, là, puis réunis-les ensemble. Mais là, je me suis dit, bien, tous les prix que j'ai gagnés, peut-être que ça s'harmonise peut-être pas bien ensemble. Il y aura du travail à faire. Il y a toujours de la réécriture, de toute façon. Quand j'avais gagné le prix Piché, je l'avais su au mois de juin que je gagnais, puis j'ai travaillé jusqu'au mois d'août. Et en 4 mois, on a fait... je sais pas combien, 6 ou 7 révisions, là. Là, si je vous demandais, là, est-ce que vous préférez chanter, interpréter ou si vous préférez écrire? Je peux pas choisir. J'ai besoin des deux. J'ai des cordes à mon arc, j'en ai 2, sensibles et vocales à la fois. Donc, ce combo-là vous extase, vous met en lumière, vous fait rayonner à quelque part. Oui, puis ça me sert. C'est comme ça que je me démarque de d'autres il y a toujours des belles artistes, des beaux artistes. Il y a un beau petit recueil que les abonnés des bibliothèques de Bécancour peuvent se procurer. Ils peuvent l'emprunter et je crois qu'ils l'ont dans toutes les bibliothèques de Bécancour. Il est encore disponible. C'est un recueil que vous aviez fait. En fait, vous aviez participé à ce recueil-là. En quelle année? C'est en 2017. Le thème, c'était Bécancour en mots. Alors, il y a eu 3 poètes de retenue et 3 auteurs en prose qui ont été célébrés dans ce recueil. Et vraiment, on va suivre, en tout cas, on va être attentif à votre prochain projet qu'on verra peut-être dans les médias et peut-être même à Télécœur. On aura la chance de partager ça. Merci, Madame Madeleine Soriol. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, c'est un extrait de Sous la fontaine du monde qui avait gagné la mention prix Clément Marchand. Un court extrait. J'effeuille les mots, j'entends le passé battre les ailes du silence. Ma mémoire nomme l'exil poussière. Celui-là,
Celui-là, plus pour les enfants peut-être. Enfile tes larmes en un collier de perles. Transforme tes rires en giclées d'étoiles. Ces deux extraits que je vous ai lus, c'était pour la journée du poème à portée. Un poème un peu plus récent qui date de l'automne dernier, composé lors du Festival de la poésie en atelier avec Michel Plot qui donne des ateliers à Québec. J'ignore si la mémoire grignote les visages, les noms, les voix, les regards. Mais le soleil qui rit dans le feuillage dessine un alphabet venu du fond des âmes. Mes os écrivent dans l'espace l'usure de langages éphémères qui cèdent la place aux effluves du muguet, clochettes d'enfance. J'ignore si je pourrai longtemps encore nommer les mots familiers, mais la beauté du jour a fait son nid en moi et y chantera toujours. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. La prochaine entrevue a pour sujet le groupe musical Les Oui-Dire. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière un groupe musical de la région, les Oui-Dire. Et pour nous en parler, Sylvain Guimond. On pense avec Sylvain Guimond, on pense à Zanicom, cette compagnie de cybermarketing. Mais on a devant nous un artiste dans l'âme. Écoute Sylvain, parle-moi de ton groupe musical. Ben, en fait, moi, ça fait 24 ans que je suis dans les Oui-Dire. C'est un groupe qui a commencé pour une Saint-Jean au Domaine au Grand Air à Trois-Rivières. C'était, c'est ça, on s'était réunis, là, dans le fond, moi, mon frère, mon cousin, puis un de ses amis, pour faire un show là-bas. Et puis, déjà, à la deuxième pratique, mon cousin a dit « Hey, ma sœur a fait de la musique, qui est ma cousine aussi. » Puis elle a dit « Elle a deux amis qui font de la musique aussi, fait qu'on pourrait les intégrer au groupe. » Fait que dès la deuxième pratique, on était déjà les 7 membres. Et puis, depuis 24 ans, on est la même formation depuis 24 ans. Quelle est ta fonction, toi, dans le groupe? Moi, ma fonction principale, je chante. Dans le fond, je suis le chanteur principal. Puis, c'est ça. Dans le groupe, on a vraiment une variété d'instruments, là, de guitare, la rythmique, là, guitare, basse, drum. Mais dans le fond, ma cousine qui joue de la trompette, du clavier. On a une bassoniste. On a une flûtiste, dans le fond, la flûte traversière. On a même notre bassoniste aussi qui joue de l'accordéon. Fait qu'on vraiment, on a une couleur musicale. Vous voyagez dans quel style? Ouais, dans le fond, nous, notre style musical, c'est exclusivement du francophone, principalement du québécois. On fait des blocs de chansons. Donc, dans le fond, on fait jamais une chanson complète. Depuis environ les 13 dernières années, on avait commencé ça. On fait des medleys, si on veut. Et puis, ça l'a vraiment... ça crée un spectacle qui est vraiment dynamique. On fait à peu près 75 chansons dans un spectacle. On fait des mash-ups, on fait des enchaînements, des arrangements, des choses comme ça. Puis, on a un bloc qui est un bloc français. Fait que c'est pour ça que je disais que c'est presque exclusivement du québécois, mais on a un bloc français où est-ce qu'on rend hommage à nos cousins français. En 2026, en fait, vous allez vous produire dans la région? Il y a encore des dates qui sont à confirmer. Fait que là, il n'y a aucun spectacle encore qui est confirmé. On a beaucoup d'options sur la table, justement. Fait que là, je ne peux pas te donner de confirmation, malheureusement. Mais fort à parier qu'on devrait se produire au moins à la Saint-Jean-Baptiste dans la région. Votre groupe est d'une énergie débordante. On a le goût d'aller vous voir. Dis-moi, comment on peut vous rejoindre si des fois on voulait vous solliciter pour avoir votre groupe musical? Oui, bien écoute, sur notre page Facebook, tous les détails sont là. Sinon, dans le fond, en fait, c'est ça. Notre page Facebook, c'est là que vous allez avoir le plus de détails. Vous allez avoir justement les contacts pour contacter notre agence de booking qui va s'occuper de vous autres puis qui va vous aider aussi dans le bouquet. Je vais dire le boucage de votre spectacle, mettons. J'invente des mots, mais ça... Ça fait partie du côté artistique, ça, hein? C'est La ça. création. Oui, c'est ça, exactement. Des fois, ça scène, là, je te dirais que des fois, j'improvise, puis whoop, il y a des affaires qui sortent. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la magie du direct, disons ça comme ça. Sylvain, merci beaucoup pour ta générosité. On souhaite longue vie à ce beau groupe-là et soyez certains qu'on va aller vous acclamer dans les prochains spectacles. Eh bien, merci beaucoup, puis watchez le 25 ans parce que c'est ça, ça s'en vient vite. On va sûrement faire quelque chose de spécial pour ça. Bonne chance! Merci beaucoup!
profiter de la vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar de un chien. Merci beaucoup tout le monde! Bonne soirée à tous! Bonne soirée, ciao! Hélène Richard pour Télécœur. Notre reportrice Lynn Richard vous présente maintenant le club de lecture pour adultes. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière le club de lecture pour adultes. Mon invitée aujourd'hui est Mme Estelle Poignant, régisseur art et culture ici à la ville de Bécancour, et notre sujet est le club de lecture pour adultes. Quel est l'objectif premier, en fait, d'avoir un club de lecture ici? Alors, l'objectif premier, c'est de couvrir, en fait, de faire la revue littéraire des nouveautés. On reçoit, je ne sais pas précisément le nombre de livres qui sont imprimés et distribués par jour, mais c'est une quantité phénoménale. Mes collègues commis en lisent beaucoup, mais c'est difficile de faire des références recherchées, approfondies. Donc, on s'est adjoint les services, je dirais comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça, là, c'est de bénévoles, de grandes lectrices sur notre territoire, des ferventes, des amoureuses de la lecture qui lisent et qui nous aident à faire une revue littéraire de toutes les nouveautés dans une année et de formuler, après 12 mois, leur coup de cœur littéraire. Et nous, on utilise ces coups de cœur littéraires pour faire la promotion auprès de nos usagers réguliers qui, eux aussi, sur l'immensité du choix qu'il y a, parfois ne savent pas trop quel livre emprunter. Donc, ça nous permet de leur faire des références de lecture, en fait. Et au-delà d'une simple référence, c'est de faire découvrir de nouveaux styles, de nouveaux auteurs, ou de sortir un peu des sentiers traditionnels des auteurs qui sont émérites et pour lesquels on a déjà lu plusieurs livres. Donc, c'est d'aller ailleurs et de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux styles, de s'aventurer et d'y avoir du plaisir, évidemment, au final. Et par quels moyens vous arrivez à véhiculer, en fait, ces informations-là? Ah bien, en fait, avec nos collègues aux communications, on a différents outils de diffusion, hormis le site Internet où on peut voir la liste de nos coups de cœur d'une année littéraire. Donc, on parle de septembre à juin. On sort nos coups de cœur à peu près en juin. On les publie aussi dans un bulletin municipal papier au mois de décembre, alors qu'on a du temps en famille pour le ressourcement du temps des fêtes, donc faire des suggestions de lecture. Et ça se matérialise concrètement dans la bibliothèque avec ce qu'on appelle une niche, une étagère, une bibliothèque qui est dédiée à nos coups de cœur. Et là, on a des fiches descriptives de chacun des livres, qu'est-ce qu'en ont pensé nos membres du club de lecture. Donc, on essaie de le véhiculer sous différentes façons. Et puis, le club de lecture a été fondé en 2013. Au début, les gens étaient, bon, OK, c'est intéressant, c'est sympathique. Et puis, à force de se prêter au jeu, de se dire, OK, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas le style, je vais découvrir. Bien, à force maintenant, certains des usagers se dirigent en rentrant dans la bibliothèque directement dans cette étagère. Donc, je pense que c'est garant du succès, de la crédibilité aussi des échanges de notre club de lecture. Et c'est riche, un partage, en fait. C'est un partage de passionnés de lecture. Merci, Madame Estelle. Avec plaisir. Je me trouve présentement dans la salle de lecture. Maëlie Richard, responsable en fait du club de lecture en plein partage. Écoute, Maëlie, ça fait déjà 3 ans, toi, que tu fais partie du club de lecture. Parle-moi de comment ça se passe. Au fond, c'est très simple. Les rencontres se déroulent toujours de la même façon, un petit peu comme on voit derrière moi présentement. Donc, les dames prennent le temps vraiment de discuter de chacune des lectures qu'ils ont fait dans le dernier mois. On se rencontre environ une fois par mois entre le mois de septembre et le mois de mai. Donc, les choix se font tranquillement. Là, présentement, on est dans des discussions qui sont un petit peu plus corsées, mais je dois avouer que ça va continuer quand même là, à se développer avec le temps, là. Puis, en plus, vous les qualifiez, vous avez des catégories?
Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'on a des sélections à faire dans plusieurs catégories différentes. Donc, que ce soit les romans québécois, étrangers, les documentaires, les romans graphiques. Donc, on prend vraiment le temps d'en choisir dans chacune des catégories. On sélectionne total à peu près une quinzaine de coups de cœur là, par année, mais il faut vraiment que ce soit diversifié dans les catégories. Puis on parle de coups de cœur, d'incontournables. Il y en a d'autres aussi? On y va toujours aussi avec des plumes confirmées. Donc, si on a des auteurs qui sont plus appréciés et qui reviennent année après année, à un moment donné, on décide de le mettre comme plume confirmée là, pour... Merci de faire briller la culture au cœur de notre communauté bécancouraise. Écoute, ça rejoint en fait toute la communauté, donc c'est une belle richesse que d'avoir ici un club de lecture à Bécancour. Madame Carole Landry, qu'est-ce que ça procure de participer à un groupe comme celui-là? D'abord, c'est le partage, parce que c'est une passion, la lecture, donc c'est le partage et c'est aussi la découverte. Il y a des auteurs que moi, j'aurais pas lus, puis que finalement, avec le club de lecture, ça m'a apporté à lire. D'ailleurs, depuis quelque temps, je lis beaucoup de Québécois, quelque chose que je n'étais pas portée à aller vers. Puis finalement, avec le club de lecture, découvrir, je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air cet auteur-là, je vais aller voir cet autre auteur-là. Puis, fait que c'est la raison du club. Là. Pour moi, là, ça m'amène beaucoup. J'ai avec moi Madame Monique Labonté. Vous avez un coup de cœur à partager aujourd'hui. Oui, c'est le livre de Ingrid Falaise. C'est Fille-mère. C'est un petit livre, mais qui était très dense et qui contient, en fait, il raconte l'histoire des filles-mères dans les années 1960, quand la petite fille tombait enceinte ou elle subissait l'inceste. Elle était placée dans un couvent où est-ce qu'on le faisait payer pour leur péché. La religion qui était très méchante, sévère. Puis tout ça. Fait que on suit, puis c'est à partir d'une histoire réelle. On suit le parcours d'une jeune femme de 15 ans qui tombe enceinte et qui ne peut même pas prendre son bébé dans ses bras. Puis qui, finalement, elle a vieilli. Elle a elle-même ensuite un autre enfant avec son mari. Puis, mais toujours, elle a cette hâte-là, d'avoir cette nécessité-là de voir où en est rendu son fils. Le club de lecture m'a permis de m'ouvrir à différents styles. Puis même maintenant, je lis des documentaires qu'avant, je ne lisais pas. Fait que, puis on parle de certains auteurs, on parle de certains titres, puis ça nous ouvre des horizons. Moi, je trouve que ça fait 10 ans que je suis là, puis ça ouvre mes horizons. Madame Diane Labonté, qui vient tout juste de présenter au club de lecture un incontournable. Parlez-moi donc de ce livre-là, puis qui est l'auteur? Alors, c'est Jonathan Hayden. C'est un sociologue et psychologue enseignant à l'université. Et puis, ça parle de l'impact des réseaux sociaux sur nos enfants et nos adolescents. Alors, lui, pour faire une histoire courte, recommande l'utilisation des réseaux sociaux seulement à partir de 16 ans. Alors, pour en arriver à cette conclusion-là, il y a beaucoup il démontre avec des statistiques là, les dommages et les impacts de ça. Alors, le livre est assez volumineux et pas nécessairement si facile d'accès, sauf qu'il y a à la fin de chacun des chapitres un résumé qui comporte l'idée générale qui est démontrée dans chacun des chapitres. Alors, dans ce sens-là, ça peut répondre à la question de bien des gens qui vont aller voir les résumés, puis aller approfondir les items qui les intéressent. Alors, ce n'est pas un roman, c'est un documentaire essai. Alors, je vous invite à ceux qui sont intéressés par le sort de leur enfant ou des enfants en général et qui constatent l'impact dans leur vie et dans celle de leurs enfants des réseaux sociaux. Je pense que ça serait intéressant d'y jeter un coup d'œil. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. On vous parle dans la prochaine vidéo de la Journée nationale de vérité et de réconciliation.
En ce 30 septembre 2025, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. En ce grand jour des commémorations, allons voir comment ça se passe du côté de Willinac. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Lynn Lefebvre-Girard. C'est vraiment un rassemblement pour se recueillir, pour les enfants qui sont allés au pensionnat, qui sont jamais revenus, ceux qui vivent avec ces cicatrices-là encore présentement. Alors, c'est vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un recueillement pour penser à eux, puis envoyer un message d'espoir aussi pour ceux qui sont encore là. Puis même ceux qui sont disparus, là, on y pense encore. Bien, aujourd'hui, il y a un souper. Il va y avoir aussi, on fait un souper spaghetti, mais il va y avoir une prière, on va avoir des danses, on va avoir aussi un message d'espoir que les gens vont pouvoir laisser sur un ruban orange qui vont venir juste ici, sur le capteur de rêve, venir attacher. Il va y avoir une marche dans la communauté avec des chants. On va avoir aussi des ateliers, un atelier de capteur de rêve, bâton de la parole, parce que c'est important le bâton de la parole, parce que quand on l'a, c'est là qu'on respecte les gens qui parlent, puis c'est le moment de la personne aussi qui est là. C'est une très belle journée, puis j'ai vu les cuisinières à l'œuvre qui sont vraiment bien rassemblées pour préparer un bon repas. Et là, on a aussi avec nous aujourd'hui la personne qui est responsable, en fait, du tambour. Lucie Landry, c'est notre aînée. C'est elle qui nous donne les cours de tambour, cours de danse. C'est elle qui fait beaucoup d'enseignements dans notre communauté. C'est avec elle que j'ai beaucoup de plaisir au travail aussi. Alors, Lucie, c'est elle qui nous donne tous les cours de tambour, les cours de chant, les enseignements. Les histoires aussi, parce que c'est le fun d'avoir des aînés qui nous racontent qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté avant qu'on soit là. Fait que ça aussi, c'est plaisant. Ça devient intergénérationnel. Alors, quel échange riche à partager avec aussi les jeunes? Parce que j'imagine que vous impliquez aussi les jeunes. Oui, il y a aussi les enfants qui chantent, mais c'est moins pour la femme, le groupe de tambour pour les femmes, là. Nous autres, c'est vraiment tout ce qui est femmes. Autant on fait des soupers entre nous autres avant le groupe de tambour ou après. Puis on a des ateliers, là, souvent c'est un intervenant qui va donner. Oui, puis ça, on sait que c'est à tous les lundis, ça? Tous les lundis, oui, ça va recommencer bientôt. Au mois d'octobre, là, on va recommencer ça. Ça sera intéressant de faire un autre reportage à ce sujet. Je vous souhaite une très belle journée, cette commémoration-là, et en fait, un beau recueillement aussi. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai la responsable des tambours. Oui, exactement, c'est ça. Je vais me présenter. Anna Benaki, Kwamzewe, Ndalewose, Lozélondé, Nouégué Willinac. Bonjour tout le monde. Mon nom est Lucie Landry, j'habite à Willinac. C'est moi qui donne les cours de chant et de tambour aux femmes adultes à Willinac depuis quelques années maintenant. Combien de personnes qui adhèrent à ce groupe-là? Bon, on est peut-être une dizaine, peut-être 12 à peu près. Là. Ça a diminué puis ça a recommencé. Là. Il y a un engouement là, avec les femmes de la communauté à l'extérieur de la communauté aussi, pour apprendre les chants, le tambour, les chants traditionnels. Ce soir, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Ce soir, j'ai préparé pour l'occasion, on va faire la danse Round Dance à Benaki. On va faire aussi la danse de la couleuvre parce qu'au début de chaque rassemblement, on fait la danse de la couleuvre pour éloigner les mauvais esprits. On va aussi faire le chant de bienvenue des femmes. On va sûrement faire aussi le chant d'honneur à Benaki. Il y a peut-être d'autres chants aussi qu'on va faire, là. On ne sait pas trop. On verra là, comment la soirée va se dérouler. On a très hâte de vous entendre. Bonne soirée! Bien, merci beaucoup. Colipaillon. Chant d'honneur en Abenaki. Alors, en cette journée spéciale, le port du chandail orange est de mise en guise de solidarité pour ces enfants disparus. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Voici maintenant un entretien avec Julie Desbiens. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Julie Desbiens. Je vous présente à l'instant cette artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise.
artisme disciplinaire, et oui, chef de chœur, responsable des spectacles musicaux, les mardis de l'Agora de Gentilly, musicienne et aussi propriétaire de la cabane préférée en région ici, la Roulotte à patates. Dis-moi comment ça s'est passé les mardis de l'Agora, parce que là, tu es responsable quand même depuis 2016 et ça évolue. Oui, ça évolue énormément. Il y a toujours de plus en plus de monde à chaque mardi. Cette année, en plus, il a fait vraiment beau. On a fait ça toujours à l'extérieur. Puis on avait des beaux artistes. Puis en plus, j'ai un comité maintenant. Je ne suis plus seule à faire partie de l'Agora. Fait que c'est 3 personnes qui se sont offertes, qui sont venues me voir. Dit, si tu as besoin d'aide, tu me le dis. Fait que là, maintenant, on est rendu 4 dans mon comité de l'Agora. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Il y a Sébastien Lhôte du Café Kaiju. Il y a Karine Galland. Oui, c'est ça, qui est gérante d'artistes, dont Pépé et sa guitare. Et puis, il y a Juliette Michaud, qui est récréologue, qui est nouvellement arrivée à Gentilly. Ensemble, vous arrivez à faire la sélection des artistes? Oui, c'est ça. Là, on s'adapte tranquillement. Là, ils viennent d'arriver. Fait que là, je dirais qu'on a déjà eu notre première réunion pour démarrer déjà l'année 2026. On l'a fait en début septembre, là, pour comme faire un run-through de ce qu'on a fait cet été. Puis pour déjà choisir des artistes, aller voir qui qu'on va chercher comme commanditaire, puis tout ça. Fait qu'on a déjà plein d'idées. C'est merveilleux. Je suis contente de ne pas avoir juste une tête. 3 autres qui m'aident. C'est extraordinaire. Vous prônez aussi beaucoup les artistes locaux. Tu as eu quand même plusieurs invités ici à l'Agora durant les mardis. Oui, c'est ça. J'ai eu du monde de l'extérieur, mais j'ai eu aussi des artistes locaux comme Junior Grondin, Par les cornes, Hommage à Bob, Strikeout, Pépé et sa guitare. Des grands rassembleurs. Oui, c'est ça. La chorale Cœur-Ami. Ça se passe super bien. Avez-vous des projets nouveaux pour l'Agora? Oui, on continue de faire des recherches d'artistes pour ceux qui vont venir jouer. Puis on travaille pour avoir de l'électricité, qu'on n'a pas besoin de grimper sur le poteau. Tu sais, on s'améliore comme ça. Oui. Puis là, toujours chef de Cœur-Ami, tu l'as nommé tantôt. Et dis-moi, comment ça se passe présentement? Là, parce que là, vous êtes en train de préparer quelque chose de gros, là. Oui, c'est ça, là. C'est exceptionnel. À l'automne, en octobre, dans les fêtes, on va faire une représentation de notre spectacle aux Folies chantantes 2025. Donc, c'est un rassemblement de choristes. Il y aura 500 choristes dans la salle. Donc, c'est des spectateurs très à l'écoute. Alors, ça va être vraiment majestueux. Donc, on prépare ça en ce moment. Puis après ça, on va faire un spectacle de Noël pour ensuite, en janvier, aller vers un tout nouveau répertoire pour fêter nos 42 ans et demi de Cœur-Ami. Tu as le temps de suivre des formations? Oui, je suis à l'école. Je suis à l'école parce que, c'est ça, je voulais me spécialiser dans la voix. Mais pas de n'importe quelle façon. Puis j'ai trouvé vraiment la technique idéale qui est vraiment la fine pointe de la recherche et ça s'appelle Still Voice international. Donc, je suis certifiée déjà niveau 1 et 2 de Still Voice Training. Je le reçus une autre fois parce que je suis allée au symposium cet été à Chicago. Puis je me suis rendu compte, OK, j'ai encore à fignoler ça. Puis c'est ça, c'est vraiment une façon de contrôler notre voix dans la santé, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir choisir, faire un choix artistique ensuite. Plus de limites, là. Tu sais, c'est vraiment passionnant. En tout cas, je pourrais t'en parler bien longtemps, là. Puis, Julie, tu le fais pas juste pour toi, tu le fais aussi pour venir en aide à tes choristes? Oui, c'est ça. C'est ça, je veux vraiment les aider. Moi aussi, me dépasser, tu sais, à monter mes notes plus longtemps, mais aussi tout répondre aux questionnements de mes choristes. Tu sais. Pourquoi j'ai la voix fatiguée? Pourquoi j'arrive pas à monter plus haut que cette note-là? Pourquoi j'ai pas de pouvoir, de power? Fait que tout ça, là, leur montrer comment se dépasser puis à aller plus loin. Parce que tout le monde est capable là, d'aller plus loin.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu arriverais à donner des cours en privé ou ça s'adresse juste à ta chorale? Ben, écoute, c'est sûr que là, avec tout ce que je suis, je pourrais faire des cours en privé. Est-ce que c'est mon but? Je veux vraiment aider. Je veux pas trop m'en mettre non plus. J'ai plein d'autres projets, mais oui, je pourrais donner des cours en privé, c'est sûr. Là. J'en ai déjà des amis. J'ai dit, bon, ben, je vais t'aider. Je vais aider comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Peut-être des ateliers à venir, on ne sait jamais. Oui, peut-être. Puis, Julie, tu es propriétaire de la roulotte à patates à Chantilly. Et là, on est en fin de saison. Tu as quand même là, commencé à ranger le tout. Dis-moi comment ça s'est passé aussi à ce niveau-là. Oh, ça a tellement bien été. Il a fait beau. Vous savez qu'il a fait beau cet été. J'avais des employés extraordinaires, puis des clients à la tonne, à la tonne, qui viennent pour mon sans gluten, qui viennent pour le végétarien, parce que c'est bon, parce qu'ils sont de passage, puis parce que j'ai fait un virage vert aussi. Fait que c'était vraiment extraordinaire comme été. Tout à fait. Justement, pour la roulotte à patates, tu as quand même... Tu détiens quand même plusieurs certificats de reconnaissance, puis on parle ici de l'éco-responsable, on parle du développement durable et justement ton virage vert. Je souhaite le zéro déchet, là. Fait que je travaille fort là-dessus. Tu sais, j'ai un biodigesteur, j'ai un composteur qui fournissent pas encore à ma demande commerciale, mais c'est ça. Je vais peut-être en rajouter d'autres. Aussi, ben les conteneurs réutilisables. Les gens sur place, ils mangent dans de la vraie vaisselle, fait qu'on la relave, mais ceux qui l'apportent, ils peuvent me rapporter leur contenant pour 50 sous. Fait qu'il y en est revenu énormément cet été. Donc, c'est ça de moins dans les vidanges, dans le recyclage. C'est extraordinaire, puis j'aimerais ça faire une tournée de conférences pour inspirer les gens, les entrepreneurs à faire la même chose, à respecter l'environnement, respecter leurs employés. Julie, à quel point tu fais vraiment tout à la perfection. Tu es une personne qui t'investit énormément dans tout ce que tu entreprends. Tu es inspirante. Et dis-moi, si on aurait le goût d'adhérer à ta chorale ou de venir faire un spectacle style Agora, on s'adresse à qui? Ben à moi, Julie Desbiens. Vous allez me trouver sur Facebook ou appeler à Patate. Vous allez la roulotte à patates. C'est sûr que je suis facilement trouvable. Je tiens à te remercier. Merci de faire briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Merci, Julie Desbiens. Merci beaucoup. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Et pour terminer, on vous propose une entrevue avec Jeanne d'Arc Hébert. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Jeanne d'Arc Hébert. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Spécialiste de généalogie, qui a aidé beaucoup de gens à trouver leurs racines. Vous êtes une enseignante dans l'âme parce que vous avez été pendant au moins 35 ans dans l'enseignement. Et là, vous êtes encore et toujours une artiste des arts, en fait, visuels. Vous faites de la peinture. Et pouvez-vous me dire avec quel médium vous travaillez? Avec de l'aquarelle. J'ai essayé un peu avec de l'huile, puis ça ne me satisfait pas parce que c'est pas assez instantané. Il faut le laisser sécher, ça prend quantité de détails. Tandis qu'à l'aquarelle, c'est vraiment un jet. Ça change toute la couleur, c'est facile, ça n'a pas d'odeur, ça ne tache pas non plus. Et je trouvais que les nuances sont beaucoup plus lumineuses qu'à l'huile. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de dire « moi, je me lance dans la peinture » ? Quand je suis tombée, j'ai toujours d'abord aimé, avec mes groupes d'élèves, le vendredi, on faisait du dessin. Alors ça, c'était même un peu rare parce que toutes les enseignantes n'osaient pas se lancer là-dedans parce qu'avec la gouache qu'on avait aussi, ça faisait des dégâts, ça salissait, il fallait faire du ménage. Mais moi, j'aimais ça. Et les enfants aussi, c'était une façon de s'exprimer. Puis de dire, on était comme en congé le vendredi après-midi. Alors, je voyais que les enfants appréciaient, et moi aussi, leur façon de s'exprimer, puis souvent de jaser aussi en travaillant de façon non structurée. Ça donnait une ambiance à un groupe d'élèves que j'appréciais beaucoup. C'était une activité récompense, en fait. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous procure quand vous faites de la peinture?
c'est comme une façon de s'exprimer sans avoir besoin de le verbaliser. Alors, c'est comme, on peut donner de l'intensité, on peut donner de la couleur, on peut se laisser aller. L'imagination est vraiment libre, je dirais. Donc, oui, on peut partir d'un modèle pour s'en inspirer et non pas pour le copier. Alors, on peut ajouter les nuances, on peut ajouter des détails ou en retirer. Et je trouve que c'est un moyen de personnaliser nos œuvres, de les créer de façon plus spontanée aussi. Pas porté à faire des portraits ou quelque chose qui est trop à portée de la main, disons. Donc, il y a toujours un côté création, même si on s'inspire d'une photo ou on s'inspire d'une image ou d'un décor, mais l'eau permet tellement de faciliter, de jouer avec la couleur, de la diluer ou de l'intensifier. Et aussi, c'est que ça ne fait pas de dégâts. C'est avec de l'eau, donc ça ne tâche pas, il n'y a pas d'odeur désagréable et dans la journée, c'est sec. Alors, on peut se permettre d'encadrer ou on peut se permettre de tourner la feuille de bord et de dire « j'ai pas aimé ça », mais c'est une façon vraiment de développer notre spontanéité, disons. Puis, est-ce que vous en vendez? J'aime ça faire plaisir. Je fais des cartes, ceux qui en veulent, là, je peux en vendre j'en ai exposé quelques-unes aussi, mais c'est vraiment pour mon plaisir. Si quelqu'un tombe en amour avec la toile, ça me fait plaisir de la laisser aller. Je n'ai pas de lien restrictif à ce côté-là, parce que je me dis, si ça lui fait plaisir, c'est mon plaisir aussi. Alors, il n'y a pas de problème. Quand les gens l'apprécient, c'est sûr que c'est plaisant, mais ce n'est pas le but recherché. Puis maintenant, vous êtes à la Villa Saint-Grégoire, ça fait la deuxième année. Dites-moi, est-ce que vous en faites encore? Oui, je me permets encore j'ai un groupe à Nicolet que je rejoins probablement les vendredis, souvent. Alors, on est une dizaine qui faisons soit de l'huile ou de l'aquarelle. Alors, je me joins à eux autres au Centre catholique. Mais j'aime bien aussi en faire dans ma cuisine ici, tout simplement, là, quand l'inspiration s'y prête ou quand il y a un moment de loisir ou quelque chose qui m'a frappé au niveau d'une couleur, je peux m'en inspirer. Ou faire une série de cartes à un moment donné, parce que je me dis, bon, il arrive un événement, puis ma quantité baisse, là, il faut que je me garde une petite réserve. Alors, c'est vraiment au plaisir d'eux. Effectivement, vos tableaux sont magnifiques, ils sont très lumineux, mais aussi très colorés. Ça va avec votre belle personnalité dynamique. Ça me fait toujours plaisir d'en parler et de partager, parce que c'est quelque chose qui est moins connu, peut-être. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette belle passion. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission spéciale sur la vie à Bécancour. Donc, les reportages qu'on n'avait pas diffusés encore de Lynn Richard. Et bien sûr, comme je l'ai dit en début d'émission, suivront d'autres reportages de ce type-là pour l'année suivante. Merci d'avoir été des nôtres.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, oh I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eye. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, oh I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Now I beg to see me dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh, oh oh, oh oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée.